Nous sommes le 9 juillet 2024 dans la banlieue très aisée de Bushey en Angleterre. Sur le mur de l'une de ces maisons, il y a une sonnette équipée d'une caméra qui est installée. Et celle-ci enregistre quelque chose de très intéressant. Un homme qui est accueilli par une femme. Sauf qu'évidemment, dit comme ça n'a rien de spécial. Bon, maintenant si je vous dis que cet homme va ressortir de la maison, puis y retourner, mais en portant cette fois une énorme arbalète à la main, qui pourrait tuer un ours. Ah, là, ça devient tout de suite plus flippant. Et c'est ce qui se passe. Et c'est la mise en œuvre d'un plan monstrueux qui a été préparé pendant 13 jours. Et il va donner lieu à un véritable carnage. Cette histoire va traumatiser un pays entier. D'autant plus qu'encore aujourd'hui, l'origine de ce genre d'affaires reste un véritable fléau. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle. Et tu vas voir, quelqu'un a fini en prison et cette personne n'aime pas ça du tout. Et c'est pas parce que les toilettes sont dans la même pièce. Même si c'est vrai que c'est pas terrible quand même. Non, c'est parce que dans les prisons, y a pas de matelas Emma. Et justement, cette vidéo est sponsorisée par Emma, la marque numéro 1 du sommeil en France. Tu dors mal, matelas. T'as mal au dos, matelas. T'es pas encore millionnaire, matelas. Plus sérieusement, si tu manques souvent d'énergie, si t'as des douleurs dorsales, c'est sûrement lié à ton matelas. Moi par exemple, j'avais cette tension qu'on connaît tous derrière l'épaule là, et c'était entièrement dû à ma literie qui était catastrophique. J'ai ensuite eu le matelas hybride d'Emma et plus aucun problème. Je dormais trop bien. À tel point que je concurrençais mon chat sur les heures de sommeil. Et vous pouvez me croire, il dort plus qu'un mort. Et toi, si tu dors mieux, ça change littéralement ta vie. Parce qu'un bon sommeil, c'est la garantie de passer une journée avec suffisamment d'énergie pour réaliser toutes tes tâches. Et tu te sens juste bien. Le matelas hybride 2, c'est une excellente référence chez Emma parce qu'il est composé de ressorts et de mousse à mémoire de forme avec 5 zones de soutien pour répartir la pression et une régulation thermique. On dort dessus comme sur un nuage. Si tu veux des matelas encore plus adaptés, tu as le hybride de premium et alors tout en haut il y a le Elite Zero Gravity. Mais moi je suis passé par le hybride de classique, il est génial et il a sûrement pas été élu meilleur matelas en France en 2025 pour rien. Et en plus t'as 100 nuits satisfaits ou remboursés pour tester ton matelas. Une garantie de 10 ans et tu peux payer en 3 ou 4 fois. Alors le matelas c'est bien mais tu peux aussi dormir mieux avec une meilleure couverture, des meilleurs oreillers ou des draps hyper doux. Parfait pour l'hiver qui arrive, il y a la couverture lestée qui favorise le sommeil profond ou alors les parures en satin pour dormir dans un lit tout doux. Et tu sais pourquoi c'est maintenant ou jamais ? Parce que c'est le Black Friday sur Emma.fr et il y a jusqu'à 50% de réduction sur le site. Mais attention, il y a aussi 10% de réduction supplémentaire cumulable uniquement sur les produits en promotion avec le code Cogiteur. Donc utilise mon lien en description, c'est seulement maintenant et c'est jusqu'au 1er décembre. Ça va aller vite, donc c'est le moment d'en profiter. Allez, on commence. L'amour possède l'extraordinaire faculté de rapprocher des êtres que tout oppose. Il est souvent difficile de résister à cette force mystérieuse qui pousse deux cœurs l'un vers l'autre. Parfois, ces unions inattendues donnent naissance à de belles histoires. Oui, mais pas sur cette chaîne. Ces couples prouvent que les sentiments forts ne connaissent pas les classes sociales ou les conventions établies, que deux univers peuvent s'enrichir mutuellement pour créer quelque chose de nouveau. Une troisième entité qui efface les barrières, comble les fossés et transforme les différences en complémentarité. La rencontre de Kyle Clifford et Louise Hunt fait sans nul doute partie des plus surprenantes. Vers fin 2022, début 2023, ces deux jeunes Britanniques que tout sépare font connaissance via une application. Leurs chemins se croisent à un moment où chacun traverse une période charnière de son existence. D'un côté, Louise, âgée de 24 ans, la benjamine d'une fratrie composée de 3 filles, qui ont grandi dans une famille unie et respectée de Bushey, dans le Hertfordshire. Son père, John Hunt, est une personnalité reconnue du paysage médiatique britannique. Ancien agent de la Metropolitan Police, il a opéré un changement radical de carrière en devenant l'une des voix les plus emblématiques du sport dans son pays. Commentateur principal pour BBC Radio 5 Live depuis 2004, il commande les plus grands événements hippiques du Royaume-Uni. Des millions de Britanniques l'ont déjà entendu parler. Après, faut être honnête, si les Britanniques regardent les courses de chevaux, c'est pas pour la beauté de l'animal ou la passion du sport. C'est parce qu'ils parient à mort sur les courses là-bas. Vous avez réellement cru que des gens qui mangent des haricots en conserve tous les matins allaient subitement s'intéresser à l'élégance des chevaux ? John travaille également pour Sky Sport Racing et commente les courses françaises pour Equidia.
Depuis 2012, il fait partie de l'équipe de commentateurs olympiques de la BBC, spécialisée dans la natation et la plongée. Sa polyvalence et sa connaissance approfondie du sport font de lui une référence incontournable du journalisme sportif. Durant toute sa vie, Louise a donc profité à la fois de l'aisance financière de sa famille, mais aussi de sa stabilité à toute épreuve. Sauf que, bien que son nom soit susceptible de lui ouvrir des portes, elle reste déterminée à bâtir sa carrière par ses propres moyens. Plutôt que de suivre un cursus universitaire traditionnel, Louise a fondé une entreprise de toilettage canin qu'elle a nommée Groom & Glow en 2020. La jeune femme a aménagé son salon dans le jardin de la maison familiale, situé sur Ashline Close, et son activité a rapidement rencontré le succès. Elle s'est constituée une clientèle fidèle qui apprécie tant ses compétences techniques que sa personnalité chaleureuse. Louise a bénéficié d'une bonne éducation. Ses parents lui ont notamment inculqué le respect et la tolérance. Résultat, elle possède une ouverture d'esprit qui la rend naturellement confiante dans ses relations avec autrui. De l'autre côté, dans cette affaire, nous avons Kyle Clifford, 25 ans. Il est né à Enfield, dans le nord de Londres, et y a été élevé. Extérieurement, rien ne distinguait les Clifford des milliers d'autres familles de classe moyenne du nord londonien. Seulement, cette apparente normalité n'était là que pour masquer une instabilité qui a visiblement conditionné les 4 enfants de la fratrie. Kyle a 2 frères et une sœur, et les 3 garçons Clifford n'ont jamais eu très bonne réputation. Tout le monde dans leur ville sait que depuis leur plus jeune âge, ils ont tendance à bousculer les autres et à s'attirer des problèmes. Bradley, l'aîné de la famille, est connu pour être particulièrement violent. Et il l'a plus que largement prouvé en 2017. Cette année-là, à l'âge de 24 ans, il commet un crime d'une brutalité sans nom qui choque fortement l'opinion publique britannique. Dans la nuit du 5 août 2017, un conflit éclate entre Bradley et un jeune homme à propos de sa copine devant un bar d'Enfield. Il est facile de deviner que personne n'est sobre à ce moment-là. Donc les choses escaladent rapidement. Soban Khan et Joshua Francis, 18 et 19 ans, font partie du groupe de celui qui se dispute avec Bradley. Et ils ont la mauvaise idée de lancer une bouteille sur sa voiture. Une Ford Mustang EcoBoost rouge dont ce dernier est particulièrement fier. Pour ne pas dire qu'il la mettrait dans son lit si c'était possible. La bouteille, jetée par Soban et Joshua, endommage légèrement l'un des rétroviseurs du véhicule de Bradley. Bon, ce genre de truc, ça met les boules, c'est clair, mais il n'y a pas mort d'homme non plus. Enfin bon, ici, il y a souvent mort d'homme, mais je voulais dire en général, pour les gens qui sont pas des psychopathes. Pourtant, l'incident déclenche une réaction disproportionnée chez Bradley. Il entre dans une rage folle. Alors quand les 2 jeunes tentent de fuir en scooter, il les prend en chasse au volant de sa Mustang. Bradley se lance dans une course-poursuite de 20 minutes à travers Enfield et conduit à près de 100 km/h, souvent du mauvais côté de la route. Sans surprise, il parvient finalement à rattraper le scooter et le percute délibérément à grande vitesse. L'impact est d'une violence telle que passagers comme conducteurs sont tous 2 éjectés du 2 roues. Joshua n'a que des blessures superficielles, et on peut presque parler de miracle. Malheureusement, Soban, qui était à l'arrière du scooter, n'a pas la même chance. Il termine son vol plané en s'écrasant contre un lampadaire, une collision qui le blesse mortellement. Malgré tout, Bradley ne s'arrête pas là. Il sort de sa voiture encastré dans le scooter, et se jette sur Soban, qui gît déjà sans vie au sol, pour le frapper 9 fois en criant qu'il mérite ce qui lui arrive. La police et les pompiers arrivent sur les lieux aux alentours de 7 heures. Bradley n'a pas le temps d'aller bien loin. Et au départ, il tente de faire croire que l'accident était involontaire. Mais ça prend pas. Parce que malgré l'heure très matinale à laquelle les faits se sont produits, des témoins ont assisté à la scène. Sans parler de Joshua qui a survécu. En plus, peu avant, Bradley avait envoyé un message WhatsApp pour le moins révélateur à sa copine. Il lui avait écrit qu'il avait l'intention de mettre un couteau dans la gorge et de faire pleuvoir l'enfer sur quiconque toucherait à sa Mustang adorée. Non mais ça va pas, faut consulter. Bon, là, il aura sûrement des séances gratuites avec le psy de la prison, mais quand même. Bon, Bradley ne peut donc pas rouler les enquêteurs bien longtemps. Jugé en mai 2018 pour le meurtre de Soban, il est condamné à la prison à vie avec une peine minimale de 23 ans. À ça viennent s'ajouter 7 ans d'emprisonnement pour tentative de violence volontaire grave sur Joshua, qu'il doit purger concurrentiellement. Les proches de Bradley sont forcément impactés par ces crimes, devenu un fardeau familial. Un super modèle pour ses frères et sa sœur, incluant Kyle. L'année suivante, ce dernier atteint l'âge de 21 ans et fait le choix de s'engager dans l'armée britannique. Il intègre les Queen's Dragon Guards, un régiment de cavalerie blindée formé en 1685 qui est l'un des plus prestigieux du Royaume-Uni. Spécialisé dans la reconnaissance depuis sa création,
Il a participé aux principales campagnes militaires britanniques des 3 derniers siècles. Leurs soldats reçoivent un entraînement d'élite en reconnaissance blindée et en opérations spéciales. On pourrait interpréter l'engagement de Kyle comme une tentative de s'échapper de son environnement familial toxique, une volonté de se construire une identité loin des crimes de son frère. Mais pas vraiment. Et son expérience militaire tourne vite au fiasco. Ses instructeurs le trouvent trop immature pour son âge, et surtout incapable de s'adapter à la discipline à laquelle doit s'astreindre tout militaire. Kyle peine à assimiler les concepts de base de la formation, et ne s'entend généralement pas avec ses camarades de section. L'un des instructeurs a clairement l'impression qu'il nourrit une amertume permanente contre la société, un ressentiment profond qui transparaît dans tous ses comportements. Malgré ses difficultés flagrantes, Kyle parvient à terminer son entraînement de justesse. Il est donc affecté à une unité opérationnelle, mais sans réelle surprise, son inadaptation chronique ne lui permet pas de poursuivre une vraie carrière militaire. En 2022, après 3 ans de service, Kyle quitte l'armée. Ce retour à la vie civile représente un défi de taille pour lui, parce qu'il doit trouver sa place dans un monde professionnel qu'il ne connaît pas. En plus, faut bien le dire, Kyle est à côté de la plaque socialement. D'abord parce qu'il parle ouvertement de Bradley avec une évidente admiration, comme s'il était fier d'avoir un meurtrier pour frère. Les crimes qu'il a commis n'inspirent pas de dégoût à Kyle. Bien au contraire, il décrit Bradley comme un dur, sans jamais exprimer une once d'empathie pour ses victimes. Forcément, avec ce genre de discours, il s'attire pas les bonnes grâces des gens qui connaissent quasiment tous cette triste affaire. En février 2023, il réussit cependant à décrocher un emploi chez Amtal, une entreprise spécialisée dans les systèmes de sécurité et de protection incendie basée à St Albans. Ce poste lui offre une stabilité financière, mais il ne le conserve que 5 mois. Les sources ne précisent pas les raisons de son départ de la société. Mais à vue de nez comme ça, je dirais que c'est lié à des problèmes de comportement. Après ça, Kyle est donc à nouveau au chômage, sans perspective professionnelle claire. Et c'est pas son CV, révélateur de son incapacité à s'intégrer durablement dans un collectif de travail, qui va l'aider à trouver un emploi. Cette précarité accentue encore son amertume et la rancœur qu'il nourrit envers le monde qui l'entoure. Bon, pour vous la faire courte, Kyle a l'air d'estimer que la société lui doit quelque chose, sans qu'il ait à faire d'efforts particuliers pour le mériter. C'est dans ce contexte qu'il rencontre Louise Hunt. La jeune femme a tout ce qu'il n'a pas. La stabilité, une réussite professionnelle naissante, l'épanouissement familial et un bon statut social. Kyle est quant à lui une véritable bombe à retardement. Et pour lui, Louise ne sera pas une conquête amoureuse de plus. Il va développer une véritable obsession pour elle. Vous voyez sûrement déjà la catastrophe arriver, mais laissez-moi vous dire que vous êtes probablement très loin du compte. Louise et Kyle évoluent tous deux dans des univers diamétralement opposés. Et la famille de ce dernier a très mauvaise presse. Mais il a quelques atouts dans sa manche. Oui, moi non plus je m'y attendais pas, mais l'ancien militaire est assez athlétique grâce à ses années passées dans l'armée, et il se montre absolument charmant. Louise se laisse donc rapidement séduire par cet homme, qui semble avoir tant à offrir, et accepte de lui donner une chance. Durant les premiers mois de leur relation, Kyle la comble de bonheur et rivalise d'ingéniosité pour la charmer pleinement. Il est romantique, prévenant et multiplie les gestes tendres ainsi que les déclarations d'amour enflammées qui font fondre le cœur de Louise. Kyle comprend instinctivement que, pour s'intégrer durablement dans sa vie, il doit aussi conquérir sa famille. Louise entretient des liens très étroits avec ses parents et ses sœurs, Anna et Amy. Si Kyle leur déplaît, il est donc fort possible que sa compagne ne puisse pas se projeter sur le long terme avec lui. Au départ, les proches de Louise n'approuvent pas vraiment sa relation avec Kyle. Ils ont peur de l'influence que Bradley a pu avoir sur lui, et on peut les comprendre. Cela dit, dès ses premières visites au domicile familial des Hunt, Kyle affiche un comportement de gendre idéal. Il se présente avec des fleurs pour Carol, la mère de Louise, propose spontanément son aide pour les tâches domestiques et joue avec les animaux de la maison. Kyle s'intéresse aussi énormément à la carrière de John. Il lui pose de nombreuses questions sur le métier de commentateur sportif et exprime une sincère admiration pour son parcours. Et ça fonctionne à merveille. Kyle se met tous les membres de la famille de Louise dans la poche. Carol succombe tout particulièrement à son charme. Elle apprécie sa politesse, sa prévenance envers sa fille et sa manière de s'intégrer naturellement dans leurs traditions. Amy et Anna, les sœurs de Louise, semblent elles aussi valider ce potentiel beau-frère. Après tout, Kyle a l'air équilibré et bien dans sa peau.
Pourquoi les Hunt le rejetteraient-ils? On va y venir à ça. Mais pour l'instant, cette acceptation est une victoire personnelle considérable pour lui, mais aussi une découverte. Il n'a connu qu'un environnement dysfonctionnel et a enfin un aperçu de ce que peut être la vie quand on a un entourage familial aimant. Malheureusement, ce qui aurait pu le transformer positivement ne fait qu'attiser sa soif de possession qui l'anime secrètement. D'ailleurs, il considère à présent que Louise lui appartient. Parallèlement au développement de cette idée tordue, Kyle alterne subtilement périodes de charme absolu et moments de distance calculée. En psychologie comportementale, cette technique s'appelle le renforcement intermittent, ou plus communément la technique du chaud-froid, une méthode sournoise qui induit chez Louise une forme de dépendance affective que Kyle ne se prive pas d'exploiter. Il fait rapidement en sorte de se rendre indispensable dans la vie quotidienne de sa compagne. Kyle aide Louise en prenant en charge certaines des tâches administratives de son entreprise et la conseille sur ses décisions professionnelles. Enfin, quand je dis qu'il la conseille, c'est faux. En réalité, il la brise peu à peu et assoit son contrôle sur son existence. Kyle critique subtilement les décisions commerciales de Louise, remet en question ses tarifs et suggère diverses modifications dans l'organisation de son travail. Il dit que, laissée telle qu'elle, son entreprise n'ira nulle part. Ces remarques blessantes et non sollicitées visent à saper la confiance en soi de la jeune femme. Aveuglée par l'amour, Louise n'y voit que du feu et persiste à croire qu'il s'agit d'actes bienveillants. Pendant ce temps, Kyle se conforte dans ses opinions les plus malsaines. Il passe de nombreuses heures sur les réseaux sociaux à consulter des contenus misogynes et s'abreuve de la propagande haineuse diffusée par certains influenceurs. Kyle développe notamment une fascination pour Andrew Tate, un personnage très controversé qui prône la domination masculine absolue. Il regarde des vidéos qui expliquent comment dresser, et je cite, une femme, comment lui imposer son autorité, ou encore comment punir ses comportements inappropriés. Je cite, là encore. Évidemment, Kyle ne se vante pas d'avoir de telles références. Seulement, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Au fil du temps, Kyle peine à garder son masque en permanence et laisse parfois entrevoir son vrai visage. Comme ce jour, durant lequel il montre une vidéo d'Andrew Tate où l'on peut voir des animaux être maltraités à Louise et l'une de ses amies. Quand elle lui demande pourquoi il regarde ce genre de contenu abject, Kyle répond simplement que c'est drôle. Cette anecdote aurait probablement dû alerter Louise, mais elle essaie toujours de voir le bon côté des gens. Bon, maintenant on est à peu près certain que ça va pas bien finir. Elle est probablement aussi un peu naïve, parce que sa relation avec Kyle est également sa première relation sérieuse. Louise parvient donc à se convaincre que ce n'était qu'une maladresse passagère, et ne réalise pas que ce dont elle vient d'être témoin, c'est juste la véritable nature de son copain. Un homme incapable de ressentir la moindre empathie, fasciné par la souffrance, mais aussi ceux qui aiment l'infliger. Peu à peu, le vernis s'écaille, et au bout de plusieurs mois, Kyle commence à révéler progressivement qui il est vraiment. Il avoue d'abord ses véritables opinions sur les femmes et les relations amoureuses. Il explique notamment à Louise que dans un couple, c'est l'homme qui doit prendre toutes les décisions importantes. Pour lui, certaines responsabilités ne peuvent simplement pas être assumées par une femme, et la jante féminine doit pleinement s'en remettre au jugement masculin. Ces propos, bien que distillés avec habileté, troublent fortement Louise, d'autant plus que son petit ami devient de plus en plus possessif. Kyle exige de savoir où va Louise, avec qui elle passe ses soirées, et à quelle heure elle compte rentrer. Il insiste systématiquement pour qu'elle le laisse l'accompagner quand elle sort, en prétendant être inquiet pour sa sécurité. Kyle refuse également qu'elle se maquille, ou porte des vêtements qu'il juge susceptibles d'attirer l'attention d'autres hommes sur elle. Le jeune homme manifeste même une jalousie excessive envers tous les individus du sexe opposé qui gravitent autour de Louise. Les propriétaires de chiens qui viennent faire toiletter leurs animaux, les fournisseurs de son entreprise, ou les amis de la famille Hunt. Tout homme qui approche Louise devient sans le vouloir le rival de Kyle. Résultat, il débarque dès qu'elle a un rendez-vous professionnel, ou doit être en présence d'un homme. À mesure que la surveillance de Kyle s'intensifie, Louise en vient à perdre ses liens sociaux. Il se débrouille pour qu'elle annule ses sorties avec ses amis et ne pratique plus aucune activité seule. Louise ne s'autorise en réalité plus aucun moment de détente en dehors de leur relation. Kyle a réussi à la convaincre qu'un couple uni se doit de privilégier les loisirs communs. Et il dit ça alors que de son côté, il ne se gêne pas, y compris pour aller voir ailleurs. Eh oui,
Louise finit par découvrir que Kyle entretient des relations avec d'autres femmes, malgré leur exclusivité supposée. Alors qu'il n'est pas célibataire, il est inscrit sur 2 applications de rencontres sous de faux prétextes et a multiplié les aventures en secret. Quand Louise confronte Kyle à ses infidélités, il nie d'abord énergiquement, avant de minimiser l'importance de ces relations qu'il présente comme des flirts sans conséquence. Ah ça va, hein, déjà qu'il passe tout son temps à la surveiller, l'isoler, la harceler, il a aussi droit à son petit moment de bonheur, non ? Mais vous savez ce que c'est le pire ? Kyle parvient même à retourner la situation contre Louise, en l'accusant d'avoir fouillé dans sa vie privée et de ne pas lui faire confiance. Cette inversion des rôles, chère aux manipulateurs, impacte profondément la jeune femme. Bon, disons-le franchement, Louise comprend progressivement que le comportement de Kyle n'a rien de normal ou de sain. D'autant plus que son besoin maladif de contrôle impacte maintenant ses relations familiales. Kyle se permet à présent de critiquer ses parents et ses sœurs, en précisant qu'elle passe trop de temps avec eux au détriment de leur couple. Il affirme qu'elle devrait prendre davantage de distance avec ses proches pour se recentrer sur ce qui les unit, ou plutôt juste sur lui. Ce serait une formulation plus honnête. Ces tentatives d'isolement familial insupportent Louise, qui a toujours entretenu des liens privilégiés avec ses proches. Pour la première fois, elle résiste alors à la pression que lui impose Kyle, ce qui génère des tensions de plus en plus importantes entre eux. Louise remarque également qu'il tient des propos de plus en plus choquants sur les femmes. Il soutient qu'elles sont naturellement inférieures aux hommes sur le plan intellectuel, et descend ouvertement le féminisme. Mais il y a pire. Kyle ose prétendre que la violence conjugale est souvent justifiée par les comportements provocateurs des victimes. En entendant tout ça, Louise est horrifiée. Elle ne reconnaît plus du tout l'homme dont elle est tombée amoureuse, y compris dans leur intimité. Et oui, Kyle présente des comportements sexuels de plus en plus problématiques. Il est devenu brutal, ne tient plus compte des désirs de Louise. Et si elle a le malheur de refuser une pratique, il lui fait du chantage affectif jusqu'à ce qu'elle cède. Pourtant, de l'extérieur, son image reste lisse. On peut même dire que Kyle maîtrise l'art du camouflage social avec une déconcertante habileté. En présence de la famille de Louise, il redevient instantanément l'homme charmant qu'ils ont appris à apprécier. Cela dit, si Kyle peut continuer à jouer un rôle, ce n'est plus le cas de sa compagne. Des changements inquiétants se sont opérés chez elle, et ça n'a pas échappé à ses proches. La jeune femme, jadis épanouie et confiante qu'elle était, a disparu. Louise est comme éteinte. Elle paraît fatiguée, stressée et souvent préoccupée par des problèmes qu'elle n'arrive pas à exprimer clairement. Et pour cause, Kyle n'a plus peur de se montrer ouvertement tyrannique. Il répète à Louise que ce sont ses défauts de caractère qui l'obligent à se montrer ferme avec elle, ou que la surveillance dont elle fait l'objet est justifiée par son immaturité. Kyle est intimement persuadé que ses nombreuses colères sont provoquées par l'attitude irrespectueuse de sa copine. Il fait même un trou dans le mur de son appartement en tapant dedans à coups de poing parce qu'elle a refusé de le voir. Kyle n'a aucun recul sur lui-même. Et qui dit qu'il est convaincu d'avoir raison, dit aussi qu'il est d'autant plus facile pour lui de convaincre Louise que c'est le cas. Les amis et la famille de la jeune femme tentent de l'alerter concernant les signes d'alarme qu'ils perçoivent dans son couple. En apprenant comment Kyle traite sa sœur, Anna en vient à lui avouer qu'elle ne l'a jamais vraiment aimé. Elle l'a toujours pensé irrespectueux, grossier et arrogant, mais se fiait jusque-là au jugement de Louise. Malgré tout ça, cette dernière reste dans le déni pendant un moment. Comme souvent dans ce genre de cas, Louise trouve des excuses à Kyle et continue d'espérer qu'il redeviendra l'homme charmant qu'il était quand elle l'a rencontré. Elle s'accroche à l'illusion qu'elle peut l'aider à changer, qu'elle peut réveiller la bonne personne qui sommeille peut-être au fond de lui. C'est le mythe de la fille bien qui, à force d'efforts, parvient à transformer le mauvais garçon en chevalier servant. Alors, contrairement à ce que veulent nous faire croire les films et autres séries à l'eau de rose, ça n'arrive que très rarement dans la vie réelle. Louise, pour sa part, tarde à faire un choix. Mais l'année 2024 marque une accélération dans la dégradation de sa relation avec Kyle. La jeune femme prend donc finalement conscience que si elle reste avec lui, il risque de la détruire complètement. C'est pourquoi elle commence à envisager la rupture, même si cette perspective l'effraie. Kyle a si bien réussi à saper la confiance que Louise avait en elle, qu'elle doute de pouvoir se relever si elle le quitte. Cette hésitation exaspère intensément ce dernier, qui sent clairement que leur couple vit ses derniers instants. Kyle devient alors encore plus méchant. Ses crises de jalousie se font plus fréquentes et ses tentatives de contrôle toujours plus intrusives. Il sent que Louise lui échappe
et intensifie la pression pour essayer de la maintenir sous sa coupe. C'est dans ce climat de tension extrême qu'elle parvient à prendre la courageuse décision de partir. Le 26 juin 2024, Louise envoie un message à Kyle pour lui annoncer qu'elle a décidé de mettre un terme à leur relation de 18 mois. Il n'y a dans ces mots aucune animosité. Ils sont même bienveillants, étant donné que Louise a dit à Kyle qu'elle l'aimera encore longtemps et lui demande de prendre soin de lui. Contre toute attente, il accueille la nouvelle de manière sobre et sensée, sans faire d'esclandre. Louise est soulagée. Elle sait qu'elle a pris la bonne décision en se choisissant et la séparation se passe bien. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir le cœur brisé. Quelques jours seulement après sa rupture avec Kyle, elle est au volant de sa voiture quand elle en perd le contrôle, submergée par ses émotions. Son véhicule percute violemment un poteau en bois, non loin de la maison familiale des Hunt. Par chance, Louise s'en tire sans aucune blessure. Cependant, il est clair qu'elle est dans une profonde détresse psychologique. Et elle est malheureusement loin d'imaginer que peu de temps après, l'horreur va s'abattre sur sa famille. Parce que, comme il a l'habitude de le faire, Kyle n'a fait que jouer un rôle et refuse en réalité catégoriquement de vivre sans Louise. Il est persuadé qu'elle lui appartient corps et âme. Le fait qu'elle ait osé le quitter constitue donc une trahison impardonnable qui appelle à la vengeance. Et ça va être brutal. Le 26 juin 2024 restera à jamais gravé dans l'esprit de Kyle comme le jour de l'humiliation suprême. Il a bel et bien encaissé les coups sans rien dire, mais cette réaction mesurée masque un tsunami émotionnel d'une violence inouïe. Dès le lendemain de la rupture, Kyle décide de laver l'affront que Louise lui a prétendument fait en reprenant le contrôle de sa vie. Et il compte le faire dans le sang. Mais contrairement à ce que son tempérament violent aurait pu laisser supposer, il ne cède pas à une quelconque impulsion. Au contraire, il va prendre son temps. Sa première démarche consiste à se procurer un arsenal adapté à ses projets meurtriers. Kyle effectue alors des recherches approfondies sur Internet concernant les différents types d'armes facilement accessibles au Royaume-Uni. Il veut quelque chose de silencieux et d'efficace, qui puisse tuer rapidement sans alerter le voisinage. Il s'arrête vite sur une arbalète, en vente libre pour toute personne âgée de plus de 18 ans. Aucun permis, licence ou vérification d'antécédents n'est requis à l'achat de cette arme. Kyle se procure donc une arbalète légalement en quelques clics sur Internet. Un modèle Horizon Cornet MXT 405 accompagné de 6 carreaux. Cette arbalète moderne est conçue pour la chasse au gros gibier. Elle mesure plus de 90 cm de long, pèse 2,79 kg et possède une puissance de traction de 200 livres. Cette arbalète est capable de projeter des carreaux en aluminium et acier à plus de 120 mètres par seconde avec une précision redoutable jusqu'à 50 mètres. Autant vous dire que si vous tirez sur quelqu'un avec ce monstre à courte distance, il a quand même assez peu de chances de s'en sortir. C'est l'équivalent du laser dans le mode zombie de Black Ops 1. Après ça, Kyle complète son arsenal par l'achat d'un couteau de boucher de 25 cm. Pourvu d'une lame en acier, il est normalement conçu pour découper de gros morceaux de viande. C'est une arme blanche redoutable, capable d'infliger des blessures mortelles en quelques secondes. Kyle commande également un pistolet à air comprimé, une réplique parfaite d'un Glock, mais il ne lui sera pas livré à temps. Il se procure également une grande quantité d'essence, du ruban adhésif, ultra résistant, et de la corde. En parallèle de ces préparatifs matériels, Kyle cherche la justification idéologique dont il a besoin pour passer à l'acte en se gavant de contenu misogyne. Les idées toxiques véhiculées par les influenceurs qu'il suit le poussent à croire que Louise mérite clairement d'être châtiée pour avoir rompu avec lui. À ses yeux, la violence masculine est une réaction légitime face à l'insubordination féminine. Au cours des jours suivants, Kyle rédige plusieurs lettres d'adieu destinées à sa famille et à sa propre personne. Des courriers qui prouvent qu'il est complètement déconnecté de la réalité. Il se présente comme la victime de la situation, explique qu'il ne peut pas vivre sans Louise et affirme qu'il doit simplement trouver la paix éternelle. Ces lettres dégoulinent d'apitoiement sur soi et révèlent l'incapacité totale de Kyle à assumer ses responsabilités dans l'échec de la relation. Il prend également contact 2 fois avec Bradley, son frère incarcéré pour meurtre depuis 2017. Il lui annonce par téléphone qu'il a commandé une arbalète, en prétextant vouloir s'entraîner au tir dans le jardin d'un ami. Alerté par cet achat inhabituel, Bradley s'inquiète des intentions de Kyle. Mais depuis sa cellule de prison,
il ne peut deviner l'ampleur de ses projets criminels. Comme un prédateur qui guette sa proie, le frère du détenu consacre beaucoup de temps à étudier les habitudes de la famille Hunt. Kyle en savait déjà beaucoup grâce à sa relation avec Louise, mais à présent, il connaît parfaitement les emplois du temps de chacun et leur routine quotidienne. Cette surveillance discrète lui permet d'identifier le moment idéal pour frapper. Un jour où John Hunt sera absent de la maison, parce qu'à ce moment-là, les femmes de la famille n'auront aucune protection masculine. Kyle est décidé. Il passera à l'acte le 9 juillet 2024, la veille de la date choisie. Il finalise tous ses préparatifs. Il vérifie que tous ses équipements sont opérationnels et consulte à nouveau les programmes hippiques pour s'assurer que John travaille le jour suivant. Avant de se coucher, Kyle écoute une dernière fois les podcasts d'Andrew Tate. Le jour J, au cours de la matinée, il se rend dans une jardinerie près de chez lui, à Enfield, avec des membres de sa famille en sachant que tout est prêt. Dans quelques heures, ça y est, il aura enfin sa vengeance et ça va traumatiser tout le pays. Le 9 juillet 2024 s'annonçait comme une journée ordinaire dans la paisible banlieue de Bushey. Dans la matinée, le soleil brille sur le Hertfordshire et John Hunt se prépare à sortir commenter les courses hippiques de Linkfield. Kyle, quant à lui, met son plan diabolique à exécution vers 13h30. Pour ce faire, il gare sa voiture dans une rue adjacente au 8 Ashlyn Close et descend de son véhicule avec un calme déconcertant, comme s'il se rendait à un rendez-vous professionnel ordinaire. Kyle place le couteau de boucher qu'il a commandé 13 jours plus tôt dans un sac à dos et laisse son arbalète dans le coffre de sa voiture pour éviter d'attirer l'attention. Il observe la maison des Hunt. 2 voitures sont garées dans l'allée, celle de Carol et de Louise. Parfait. Cette configuration correspond exactement aux prévisions établies lors de ces journées de surveillance. John a bien quitté la maison. Sa femme et sa fille sont seules. Pour être sûr que le commentateur sportif ne risque pas de revenir à l'improviste, Kyle effectue une ultime vérification sur son téléphone portable. Il consulte les événements hippiques du jour et voit que John est bel et bien à Linkfield pour le boulot. Il ne rentrera pas avant plusieurs heures. La voie est libre. À 14h32, Kyle sonne à la porte du domicile des Hunt. Une précision rendue possible grâce aux enregistrements de la sonnette équipée d'une caméra qui a filmé toute la scène. Carol Hunt, 61 ans, vient lui ouvrir sans la moindre méfiance. Elle reconnaît immédiatement l'ex-compagnon de Louise. Kyle affiche son plus beau sourire et parle un peu avec Carol. Il lui explique notamment qu'il vient rapporter des affaires personnelles appartenant à sa fille. Il porte un sac à dos. Cette excuse est donc parfaitement crédible et ne suscite aucun soupçon chez la mère de famille qui a toujours entretenu de bonnes relations avec Kyle. Elle l'invite alors naturellement à entrer, scellant ainsi son tragique destin. Dès que la porte se referme, Kyle sort le couteau de son sac et poignarde sauvagement Carol à de nombreuses reprises. Il l'attaque brutalement au niveau des genoux, des mains, du dos et du torse. Carol n'a pas la moindre chance de se défendre face à cette agression surprise et s'effondre dans l'entrée de sa propre maison. Elle se vide rapidement de son sang sous les yeux de Kyle, qui la laisse froidement agoniser. Après la mort de Carol, à 15h07, il sort de la maison et retourne posément à sa voiture pour récupérer l'arbalète et les carreaux. Cette arme imposante est difficile à dissimuler, donc il la recouvre d'une couverture avant de regagner le domicile des Hunt. Il pénètre à nouveau dans la maison, en enjambant le cadavre de Carol, sans manifester la moindre émotion. Kyle s'installe ensuite dans la maison pour entamer une longue attente. Il sait que Louise travaille à quelques dizaines de mètres de là, dans le jardin, et qu'elle finira forcément par rentrer dans la maison au cours de l'après-midi. Pendant ce temps-là, la vie continue normalement autour de la résidence des Hunt. Les clients du salon de toilettage arrivent et repartent en utilisant le portail latéral, sans se douter qu'un meurtre vient d'être commis juste à côté. Quand Louise pénètre enfin dans la maison familiale à 16h11, elle découvre le corps de sa mère gisant dans une mare de sang. Mais elle n'a pas le temps de crier ou de fuir. Kyle surgit de sa cachette, arbalète à la main, et menace directement la jeune femme tétanisée. Louise réalise instantanément ce qui se passe. L'homme qu'elle a aimé pendant 18 mois, celui en qui sa famille avait confiance, vient de tuer sa mère et s'apprête maintenant à s'en prendre à elle. Kyle la maîtrise en utilisant le ruban adhésif et la corde qu'il avait acheté spécialement pour cette occasion. Il l'attache solidement et lui couvre la bouche pour l'empêcher de crier. Louise se retrouve ainsi totalement à la merci de Kyle, qui s'apprête à lui faire subir un calvaire long de plus de 2 heures.
Pendant ce temps, d'étranges bruits s'échappent de la maison des Hunt. Plusieurs voisins les entendent, mais personne n'intervient ou ne prend la peine de composer le numéro des secours. La passivité du voisinage illustre malheureusement un phénomène social bien connu. La réticence des témoins à s'impliquer dans ce qui pourrait être une simple dispute domestique. Laissé libre de supplicier Louise à sa guise, Kyle lui inflige d'indicibles souffrances tant physiques que psychologiques. Durant cette séance de torture, il en profite même pour l'agresser sexuellement. À 17h31, Kyle récupère le téléphone de Louise dans son salon de toilettage et l'utilise pour demander à John quand il compte rentrer. Il cherche aussi en ligne comment débrancher complètement un détecteur de fumée, envisageant visiblement de brûler la maison. À 18h49, Anna, la fille aînée du couple Hunt, âgée de 28 ans, tente vainement de joindre Carol au téléphone. Elle est esthéticienne et a décidé de passer voir sa mère en rentrant du travail. 1 minute plus tard, Kyle tire un carreau d'arbalète dans le dos de Louise, mettant fin à ses souffrances. Après s'être garée à Ashline Close, Anna entre dans la maison par une porte latérale. Elle appelle sa mère et, en voyant qu'elle n'obtient toujours aucune réponse, elle monte à l'étage. En entrant, Anna n'aperçoit aucun des deux corps. Et il est fort probable que ce soit dû à la taille de la demeure des Hunt. C'est l'une des plus vastes du quartier. Sa valeur est estimée à environ 800 000 livres, et elle a une vaste surface. Peu après être montée à l'étage, Anna croise Kyle armé de son arbalète dans la maison. Elle s'énerve après lui, pleure et crie. Sans même savoir précisément ce qui s'est passé, elle comprend qu'il a fait quelque chose de très grave, et que sa propre vie est menacée. Faisant preuve d'un courage et d'un sang-froid remarquable, Anna envoie alors un message d'urgence à son petit ami, Alex Klein. Elle lui demande d'appeler la police et précise que Kyle est dans la maison familiale des Hunt. Le message est étrangement formulé, mais on comprend très bien qu'elle est en grand danger. Malheureusement, Kyle ne lui laisse pas le temps d'en faire davantage. Après avoir tenté de le calmer en vain, il pointe son arbalète sur elle à 18h54. Il tire un carreau qui transperce son corps. Anna est très grièvement blessée et s'effondre dans l'entrée principale de la maison. Après ça, le meurtrier rassemble toutes ses affaires, puis efface les traces les plus évidentes de son passage. Il sort de la maison des Hunt, remonte dans sa voiture et quitte les lieux. Anna, laissée seule dans la maison, saigne abondamment, mais elle réussit tout de même à trouver les corps de Carol et de Louise, avant de passer un appel au secours. Elle explique qu'elle a peur de mourir, qu'elle a été touchée par un carreau d'arbalète et que sa sœur et sa mère ont été tués. Les secours arrivent sur les lieux vers 19h, mais c'est déjà trop tard. Anna est toujours en vie à ce moment-là, mais malgré les efforts désespérés des médecins, elle s'éteint quelques minutes plus tard des suites de sa blessure. Kyle n'a pas donc fait 2 victimes, mais 3 membres d'une même famille, qui étaient âgés de 61, 28 et 25 ans. Le message qu'Anna a pu envoyer à son compagnon a toutefois permis d'identifier immédiatement l'auteur de ce massacre. Les enquêteurs savent qu'ils recherchent un dénommé Kyle Clifford, un homme qui, pour l'instant, est introuvable. Une chasse à l'homme nationale vient de s'enclencher. Ce sont des centaines de policiers qui se lancent à la poursuite de l'un des tueurs les plus violents de ces dernières années. Mais vont-ils l'arrêter ? Quand Kyle reprend la route après son triple meurtre, il conduit avec un calme déconcertant vers le nord de Londres. Rien dans son comportement ne trahit la monstruosité des actes qu'il vient de commettre. Il respecte scrupuleusement les limitations de vitesse, évitant tout comportement qui pourrait attirer l'attention des forces de l'ordre. Kyle sait qu'il dispose peut-être d'1 heure d'avance sur les enquêteurs, pas davantage. Après une vingtaine de minutes de conduite prudente, il fait une halte stratégique sur un parking isolé de Ferny Hill. Il sort de son véhicule et observe les alentours pour s'assurer qu'il n'est pas suivi. Cette pause lui permet de réfléchir à ce qu'il va faire ensuite, parce que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, Kyle n'a plus aucun plan. Il ne veut même pas réellement fuir. Vers 19h32, il se gare sur Cooks Hall Road à Enfield, dans le quartier de son enfance qu'il connaît comme sa poche. Kyle récupère l'arbalète dans le coffre de sa voiture et se dirige à pied vers le cimetière de Lavender Hill, un lieu qu'il a beaucoup fréquenté dans sa jeunesse, où il sait qu'il va pouvoir se dissimuler efficacement. Pendant que Kyle se terre dans sa cachette, le Royaume-Uni découvre progressivement l'ampleur du drame qui s'est déroulé à Bushey. Les médias britanniques interrompent leur programme pour annoncer ce drame d'une violence inouïe, et l'identité des victimes amplifie encore l'émotion nationale. Le fait que la femme et 2 des 3 filles du respecté commentateur John Hunt aient été si sauvagement tuées provoque une onde de choc dans tout le pays. Le milieu hippique britannique, où ce dernier jouit d'une popularité considérable,
exprime massivement son soutien et son émotion face à cette tragédie familiale. Les forces de l'ordre déclenchent immédiatement l'une des plus importantes chasses à l'homme de l'année. Des centaines de policiers sont mobilisés sur cette affaire prioritaire. Et des unités spécialisées armées convergent vers le Hertfordshire, dans le nord de Londres. Des hélicoptères de police sillonnent la région, appuyant les équipes cynophiles et de recherche spécialisées qui fouillent toutes les zones où Kyle pourrait se cacher. Les forces de l'ordre effectuent des raids sur Endlesham Road, à Enfield, l'adresse associée à Bradley Clifford, le frère emprisonné de Kyle. Les agents perquisitionnent cette propriété et saisissent 2 disques durs d'ordinateur, ainsi que plusieurs sacs de documents pour analyse. Des témoins rapportent avoir vu des policiers armés entrer et sortir de la propriété pendant plusieurs heures. À Ashling Close, les résidents sont confinés chez eux. Interdiction leur est faite de se garer dans leur allée, et tout le quartier est bouclé par un périmètre de sécurité. La police demande rapidement à tous les médias de diffuser la description détaillée de Kyle Clifford, un homme de 26 ans, mesurant 1,75 m, de corpulence moyenne, considéré comme armé et extrêmement dangereux. Les autorités insistent. Si quelqu'un l'aperçoit, il ne faut surtout pas l'approcher et composer immédiatement le numéro des secours. Le chef de la police du Hertfordshire tient une conférence de presse où il lance un appel direct aux fugitifs. Il incite Kyle à prendre contact avec la police s'il voit ou entend ce message. L'appel est diffusé en boucle sur tous les médias britanniques. Les enquêteurs disposent heureusement de plusieurs pistes prometteuses et réduisent rapidement leur périmètre de recherche à Enfield. En effet, la voiture de Kyle a fait l'objet d'une traque intensive jusqu'à y être localisée. Le fugitif passe sa première nuit allongé entre les tombes du cimetière de Lavender Hill, dans un bosquet dense près des vieilles tombes abandonnées. Il rumine sa situation, désespéré, en sachant parfaitement que sa capture n'est qu'une question de temps. Les hélicoptères de police qui tournent au-dessus de sa tête et les aboiements des chiens policiers qui résonnent au loin lui confirment que l'étau se resserre inexorablement. C'est durant cette longue nuit d'angoisse que Kyle prend sa décision finale. Il refuse d'être capturé vivant et de passer le reste de sa vie en prison comme son frère. Le 10 juillet 2024, vers 18h, après 22 heures de traque intensive, une unité spécialisée accompagnée d'un chien investit le cimetière de Lavender Hill. Les enquêteurs ont fini par en conclure que Kyle était sûrement caché là. Les agents progressent prudemment entre les tombes, en gardant à l'esprit qu'ils ont affaire à un homme armé et désespéré, ce qui est de loin le pire des combos. Parce que, comme on dit, il n'y a pas plus dangereux que quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Quand Kyle entend distinctement les policiers marcher sur les graviers des allées du cimetière et les aboiements du chien qui a flairé sa piste, il sait que son heure est arrivée. Sans hésitation, il retourne alors son arbalète contre lui-même et se tire un carreau dans la poitrine. Ce dernier traverse le torse de Kyle de part en part et lui inflige des dommages internes considérables avant de le précipiter dans l'inconscience. L'arbalète tombe à ses côtés, tandis qu'il s'effondre dans les buissons. Lorsqu'ils trouvent Kyle, les policiers remarquent qu'une corde est nouée à une branche d'arbre près de lui. Sauf que rien ne prouve qu'il a réellement tenté de se pendre. Les autorités confirment qu'aucun coup de feu n'a été tiré. Kyle s'est blessé lui-même. Et contrairement à ce qu'il avait espéré, il ne meurt pas. Les secours le prennent immédiatement en charge et après une intervention chirurgicale complexe, ainsi que plusieurs semaines de soins intensifs, le meurtrier est sauvé. Mais il ne s'en tire pas sans séquelles. Le carreau d'arbalète a sectionné la moelle épinière de Kyle au niveau thoracique. Il en a résulté une paralysie complète du torse jusqu'aux pieds, qui n'a aucune chance de disparaître. En essayant d'échapper aux conséquences de ses actes, Kyle s'est rendu paraplégique et finira ses jours en fauteuil roulant, en grande partie dépendant des autres. Il s'est donc infligé lui-même une punition des plus conséquentes, et pourtant, c'est loin d'être terminé. Après une longue convalescence sous surveillance policière constante, Kyle doit affronter la justice britannique et répondre de ses actes. Le 17 septembre 2024, il comparaît pour la première fois devant un tribunal. L'audience se déroule par visioconférence depuis l'hôpital, où il se trouve encore. Kyle apparaît à l'écran sanglé dans un fauteuil roulant médicalisé, et son visage ne trahit aucune émotion, y compris quand le procureur liste les accusations retenues contre lui. 3 chefs d'accusation de meurtre, séquestration avec violence et port d'armes prohibé. Kyle se contente d'acquiescer d'un hochement de tête quand le juge lui demande s'il comprend la nature des charges. Il est ensuite placé en détention provisoire et transféré vers la prison de haute sécurité de Belmarsh
Pourquoi une prison haute sécurité ? Ils ont peur qu'il s'échappe ? Non bon, en vrai je suis mauvaise langue, c'est parce qu'elle est spécialement aménagée pour accueillir le détenu paralysé. Surnommée Hell March, c'est l'une des 10 prisons de catégorie A du Royaume-Uni, la classification la plus élevée du système pénitentiaire britannique. L'établissement est d'ailleurs surnommé le Guantanamo britannique parce que certains des criminels les plus dangereux du pays y sont enfermés. Le 19 décembre 2024, Kyle comparaît à nouveau devant la cour de Cambridge et, à la surprise générale, il plaide non coupable. Cette attitude déconcerte les observateurs, tant les preuves rassemblées contre lui sont écrasantes. Kyle semble vivre dans un déni complet de la réalité de ses crimes. À cette audience, il est également inculpé d'un nouveau chef d'accusation, le viol de Louise Hunt. Une analyse ADN a permis de prouver formellement que Kyle a agressé sexuellement Louise avant de la tuer. Il nie cette accusation, prétendant de manière fallacieuse que l'ADN retrouvé sur son corps provient de leur relation consensuelle passée. Cet argument est facilement réfuté par les experts médico-légaux, qui établissent avec certitude la récence des traces biologiques découvertes. Les enquêteurs révèlent aussi l'étendue de la consommation des contenus misogynes de Kyle, notamment sa fascination pour Andrew Tate. Ces éléments sont présentés comme ayant contribué à le radicaliser. Le 22 janvier 2025, Kyle modifie soudainement sa stratégie judiciaire, en plaidant finalement coupable de la majeure partie des charges qui pèsent contre lui. Ce revirement est dû au conseil de ses avocats, qui lui ont fait comprendre que nier l'évidence était inutile face à une telle accumulation de preuves. Sauf que Kyle maintient obstinément son innocence concernant la charge de viol, refusant de reconnaître cet aspect sordide de ses crimes. Il accepte d'être perçu comme un meurtrier, mais refuse qu'on lui colle une étiquette de prédateur sexuel. Le procès spécifique concernant ce dernier point s'ouvre le 3 mars 2025 devant la cour de Cambridge. Kyle ne daigne même pas quitter sa cellule pour assister au débat, obligeant la justice à suivre son cours sans qu'il ne soit présent. Le 6 mars 2025, après seulement 45 minutes de délibération, le jury rend un verdict unanime de culpabilité pour le viol de Louise. 5 jours plus tard, le 11 mars, Kyle refuse une nouvelle fois de quitter sa cellule pour assister à sa condamnation. Le juge prononce alors en son absence la plus lourde peine du système judiciaire britannique, prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. À seulement 26 ans, Kyle rejoint ainsi le cercle très fermé des criminels qui ne retrouveront jamais la liberté. Lui qui admirait tant son frère, a réussi à le surpasser dans l'horreur. D'ailleurs, 2 meurtriers aussi violents dans une même famille, ça doit pas être commun. Cette affaire a profondément marqué la société britannique et soulevé plusieurs questions importantes. Le fait que Kyle ait pu acquérir légalement une arbalète sans aucun contrôle a relancé le débat sur la réglementation qui leur est liée. La ministre de l'Intérieur Yvette Cooper a annoncé qu'elle étudierait urgemment la nécessité de durcir la législation concernant ces armes. Le cas de Kyle a également mis en lumière les dangers de la propagande haineuse librement accessible sur Internet. Les autorités s'interrogent désormais sur les moyens de lutter contre ces contenus toxiques qui peuvent radicaliser des individus fragiles ou instables. La mort violente de Louise Hunt prouve que l'emprise psychologique peut conduire aux pires extrémités. Les associations de défense des femmes utilisent son histoire pour sensibiliser aux signaux d'alarme de la violence conjugale. John Hunt et sa fille Amy tentent quant à eux de reconstruire leur vie après ce drame. Dans un geste de résilience remarquable, le commentateur a repris son travail à peine 60 jours après le massacre. Dans une interview récente pour l'émission Standing Strong avec Victoria Derbyshire, diffusée sur BBC One, il a confié parler quotidiennement à sa femme et ses filles décédées. Il leur dit bonjour au réveil et bonne nuit au coucher, comme pour maintenir vivante dans son cœur une famille que Kyle a détruite. Kyle est toujours enfermé au centre pénitentiaire de haute sécurité de Belmarsh et il lui reste normalement plus de 50 ans à vivre dans ces conditions. Voici pour cette affaire, merci à Emma d'avoir sponsorisé cette vidéo, n'oubliez pas le lien en description et mon code COGITEUR pour avoir 10% de réduction supplémentaire sur les 50% déjà appliqués avec l'offre Black Friday. C'est le moment de changer de matelas, de couette ou d'oreiller, c'est toi qui choisis et c'est jusqu'au 1er décembre, après c'est fini. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, si vous êtes arrivé jusqu'au bout écrivez arbalète en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça m'aide énormément, je vous dis à très vite, bye.